Bienvenue dans la masterclass dédiée au développement d'entreprise, proposée par QuickBooks pour les créateurs d'entreprises. Pour développer son entreprise, il faut d'abord trouver la bonne méthode de financement, puis en parallèle, trouver de nouveaux clients pour développer son chiffre d'affaires. Dans cet épisode, nous allons donc répondre à ces deux leviers de développement de votre entreprise. Du financement de vos projets à votre visibilité business, vous allez tout savoir et tout comprendre pour accélérer. Alors, vous êtes créateur d'entreprise et vous souhaitez booster votre activité? Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Sommaire, on y va. Le développement de votre activité repose sur votre énergie, votre professionnalisme et votre ambition. Quoi qu'il arrive, vous allez devoir trouver des réponses à deux thématiques clés de la vie de votre entreprise. L'investissement, nous allons voir ensemble les différentes méthodes de financement à votre disposition et vous aider à faire les bons choix. La recherche de nouveaux clients également. Nous ferons un focus sur les opportunités que vous offrent les réseaux sociaux afin de développer votre visibilité et de faire grandir votre entreprise. Puis, je passerai la parole à notre expert, Thierry Garot, coach en stratégie de développement d'entreprise, qui vous fera part des fondamentaux afin de bien communiquer, de la méthode DISC, de la notion de persona et des outils digitaux à votre disposition. Enfin, c'est la séquence « Parole à l'invité ». Thierry Garot a interrogé deux entrepreneurs exceptionnels. Jean-Pierre Nadir, fondateur de Easy Voyage et Fairmove.com, et Raïbed Tari, cofondateur de Papépille. Ils nous partageront tous les deux la clé de leur succès. Deux interviews inspirantes qui vous donneront envie d'aller plus loin, c'est sûr. C'est parti pour cette masterclass dédiée au développement d'entreprise. Commençons par les méthodes de financement. Votre entreprise est lancée. Vous générez vos premières ventes et le besoin en fonds de roulement, aussi appelé BFR, augmente. Des projets de développement voient le jour et vous allez devoir acheter de nouveaux équipements, ouvrir un nouveau site, un bureau. Comment financer ces investissements ? Les méthodes de financement sont multiples. Il est donc important de bien les comprendre pour choisir celles correspondant à votre situation et vos objectifs. Nous allons les parcourir ensemble. L'autofinancement, tout d'abord, consiste tout simplement à utiliser votre compte courant pour financer votre investissement. Ce sont donc tout ou partie des bénéfices dégagés au cours de la période précédente qui vont être utilisés. Quels sont les avantages de cette méthode de financement ? 1. Vous et l'entreprise n'êtes redevable de la somme envers personne. Pas besoin d'argumenter sans fin sur le bien fondé de votre projet de développement. C'est important, votre liberté et votre énergie d'entrepreneur. 2. Le coût de l'opération. Il est nul, car aucun intérêt n'est demandé comme dans un prêt bancaire. Mais attention, il y a aussi des inconvénients à l'autofinancement. En puisant dans votre compte bancaire, vous allez immobiliser du cash qui ne sera plus disponible. Si par exemple vous signez un gros contrat qui vous impose d'acheter pour un montant important des matières premières, vous serez bloqué car vous n'aurez plus le montant nécessaire sur votre compte en banque. Vous devrez alors demander un découvert autorisé à votre banque. Les intérêts associés seront élevés, certainement plus élevés que si vous aviez souscrit un prêt destiné à financer votre développement. 2. L'autofinancement peut aussi faire grincer quelques dents, celles des associés. En effet, les sommes dépensées pour investir dans votre développement ne leur seront donc pas versées en dividendes. À vous de leur expliquer que cet investissement va permettre à votre entreprise de prendre de la valeur et que donc leur participation dans votre entreprise va aussi prendre de la valeur. Alternative à l'autofinancement maintenant. Le prêt bancaire, c'est la solution à laquelle les entreprises ont le plus spontanément recours. Votre banque représente en effet un interlocuteur privilégié dans le développement de votre activité. Elle vous connaît bien, elle suit vos comptes, vos rentrées et vos sorties d'argent également. Vous pouvez même entretenir une bonne relation étroite avec votre conseiller bancaire. Afin de convaincre votre banquier, vous allez devoir lui présenter un business plan solide qui fera part de votre vision et de vos ambitions en matière de développement d'activité. Ce document devra détailler plusieurs choses. Votre plan de financement, vos charges et dépenses estimées sur les premiers mois et années, vos prévisions de vente, souvent avec 3 scénarios, optimistes, réalistes et pessimistes. Et même si vous n'êtes pas expert financier, ces notions sont importantes pour inspirer confiance aux parties prenantes du projet. Le prêt bancaire a, lui, plusieurs avantages. Il permet de débloquer rapidement une somme d'argent importante. Il évite aussi de puiser dans votre compte courant et, comme nous l'avons vu juste avant, de vous empêcher de répondre à une éventuelle grosse commande. Les intérêts restent relativement faibles en France, même s'ils ont tendance depuis plusieurs mois à augmenter, le coût de l'endettement reste faible. Il a cependant aussi des inconvénients.
le prêt engendre un coût et en ce sens, il convient d'en juger de la réelle nécessité. En effet, s'endetter impose des obligations, notamment celle de rembourser. De plus, le banquier peut aussi vous imposer des contreparties, comme des hypothèques, voire même une prise de risque sur vos biens personnels. D'une manière générale, on identifie par fonds propres les capitaux dont dispose votre entreprise. Ils sont soit apportés par vous, avec le cas échéant le coup de pouce d'un ou plusieurs proches, des dons ou des prises de participation au capital, et vos associés si vous créez une société. Soit par l'activité économique, en effet, en période de croisière, si votre entreprise dégage des bénéfices, une partie sera conservée en fonds propres pour servir notamment à financer des investissements. Votre entreprise aura de ce fait moins recours à l'endettement et sera plus résistante face à des difficultés économiques. Troisième méthode de financement, le recours à des investisseurs pour renforcer vos capitaux propres. Vous allez augmenter le capital de votre société du montant apporté par ces investisseurs. Mais qui sont ces investisseurs? Des personnes physiques ou morales, vos associés actuels, vous ou de nouveaux actionnaires. Vous pouvez aussi faire appel à une plateforme de crowdfunding ou financement participatif. Et si faire appel à des investisseurs limite son risque personnel, cette opération est loin d'être anodine. Et les conséquences sont importantes car vous n'êtes plus seul dans cette aventure entrepreneuriale et vous devez rendre des comptes à vos investisseurs. On peut alors parler de levée de fonds. 1. Vous risquez de diluer votre participation. Concrètement, au fil du recours à ces investisseurs, vous allez perdre la majorité du capital et donc de facto la direction de votre entreprise. 2. Vos investisseurs vont eux aussi vous demander des comptes. S'ils investissent dans votre société, c'est pour avoir un retour sur investissement. Ils vont exiger un rendement qui là aussi peut être inconfortable si vous n'atteignez pas vos objectifs. 3. Vous allez devoir partager les bénéfices de votre travail. Et plus il y a d'investisseurs, plus il y a de parts de gâteau à distribuer et plus votre part à vous sera réduite. Ne vous faites pas bercer par ces titres de journaux. Lever de fortes sommes d'argent permet aux entreprises d'investir, recruter et ouvrir des filiales à l'étranger. Mais ce sont aussi d'énormes responsabilités et exigences de croissance qui reposent maintenant sur les épaules du dirigeant fondateur. Dernière méthode de financement, les aides publiques. L'État et les collectivités territoriales ont mis en place depuis plusieurs années maintenant de très nombreuses solutions visant à soutenir la croissance des entreprises. Subventions, prêts sur l'honneur, prêts à taux zéro, crédit d'impôt recherche, contrat de développement participatif, microcrédit, autant d'aides sur mesure qui correspondent à des profils précis d'entreprise et à des projets propres à chaque secteur d'activité. Les lister serait trop long, aussi le plus utile reste de connaître les bons interlocuteurs. Les chambres du commerce et de l'industrie ou les chambres des métiers et de l'artisanat sont d'excellents points de relais pour obtenir les premières informations sur toutes les aides publiques. Leurs portails web sont riches d'informations et répertorient les différents services et accompagnements dédiés au financement. Notez dès maintenant les adresses web pour vous connecter. Vous pouvez aussi, partout en France, vous déplacer dans l'une des agences où des conseillers sont disponibles pour vous rencontrer, pour vous conseiller, vous aider à identifier le bon dispositif d'aide publique. Deux autres organismes sont également à connaître pour la richesse de leur information, la Banque publique d'investissement et le site officiel d'information administrative et de démarche pour les entreprises. Autant de méthodes de financement qui vous ouvrent les voies du développement et de la croissance. Mais n'oubliez pas que ces solutions ne sont que des moyens. Le plus important, c'est vous, votre idée, votre projet. Car c'est bien votre stratégie d'avenir qui doit guider votre modèle de financement. Deuxième volet de cette masterclass, la conquête de nouveaux clients. De nouveaux clients que vous allez séduire et attirer notamment via les réseaux sociaux. Comment? En développant votre identité sociale, la vôtre et celle de votre entreprise. Vous allez ainsi présenter votre offre, raconter votre histoire, vos valeurs. C'est ce que l'on appelle l'image de marque. Toutes ces personnes qui vous suivent deviennent votre communauté de fidèles clients ou utilisateurs. Les contenus publiés vont également vous permettre de séduire et de trouver de nouveaux clients et même, pourquoi pas, de vendre en ligne. Pour commencer, le plus important est de sélectionner le ou les bons réseaux sociaux. En effet, ils ont chacun leurs caractéristiques, tant en termes d'usage qu'en termes d'audience que l'on peut retrouver. Par exemple, si votre cible principale ce sont les jeunes de 15 à 24 ans, moi je vous conseillerais plutôt d'être présent sur TikTok et Instagram plutôt que sur Facebook. Si vous êtes en B2B, LinkedIn sera à privilégier. Il est également important de distinguer ce qu'il est possible de faire gratuitement ou en payant.
Mais quel que soit votre budget, il existe de nombreuses options de visibilité, quel que soit le réseau utilisé. Découvrons d'abord ce qu'il est possible de faire gratuitement. Sur Facebook, vous devez jouer la carte de la proximité. Rejoignez les groupes d'entraide de votre commune, de votre ville, de votre département. Rejoignez aussi les groupes associatifs où vous pourrez parfois trouver de nouveaux clients. Vous pouvez faire grossir votre communauté en faisant fonctionner le bouche à oreille 2.0 en demandant à vos clients de vous recommander ou de partager votre page. N'hésitez pas par ailleurs à interagir avec les autres internautes. Sur Instagram, faites en sorte de poster de manière régulière en respectant des codes graphiques. Ce que j'entends par là, c'est qu'il ne faut pas poster une photo en noir et blanc le lundi et puis le mardi, poster une photo aux couleurs extrêmement vives. En faisant attention à ce genre de détails, vous vous rendrez plus facilement identifiable. Par ailleurs, utilisez toujours des hashtags. Enfin, sur cette plateforme, n'hésitez pas non plus à suivre les abonnés et abonnements de vos concurrents et à interagir avec eux. En termes de contenu, la tendance est à la vidéo courte. Nos trains de vie nous empêchent souvent de nous libérer du temps pour consulter un contenu long. Aussi, profitez des formats Reels, les réels aussi dit en plutôt français, sur Instagram ou bien des vidéos de moins de 30 secondes sur TikTok pour faire découvrir votre activité au monde entier. Sur TikTok, justement, le tuto et les coulisses de votre société sont la clé d'une vidéo virale. Des milliers de petites et moyennes structures dévoilent chaque jour leurs secrets de préparation, de commandes de bougies, de décoration de gâteaux, de techniques de pose de carrelage et bien d'autres. Si vous êtes plombier, montrer comment réparer une fuite sous l'évier, par exemple, est utile. Cela n'a l'air de rien, mais il suffit qu'une personne partage votre vidéo avec un ami pour que l'algorithme de TikTok la repropose à un bassin d'audience encore plus large et du jour au lendemain, votre tuto réparation d'une fuite fait 100, 200 ou 300 000 vues avec peut-être 10% de nouveaux abonnés à chaque fois et avec de potentielles retombées business. Dites-vous qu'il s'agira là d'une communauté que vous pourrez amener vers d'autres plateformes. Maintenant, découvrons comment une communication payante vous permettra d'aller plus loin. Si vous souhaitez investir quelques centaines ou milliers d'euros en communication afin de gagner en notoriété et en visibilité, vous pouvez tout à fait le faire sur Facebook, Instagram. Pour LinkedIn et TikTok, les tickets d'entrée sont plus élevés. Quelle que soit la plateforme, vous trouvez ce que l'on appelle un business manager, c'est-à-dire un ensemble d'outils conçus pour créer un espace dédié à votre entreprise et à la communication payante, avec des conseils afin d'améliorer la performance de vos campagnes. Prenons l'exemple de Facebook ou Instagram. Pour démarrer en payant avec quelques centaines d'euros, optez pour des formats story qui vous permettent de gagner en visibilité, en assurant une présence sur le téléphone portable de dizaines de milliers de personnes. Comment ? Grâce à un module de ciblage de Facebook ou Instagram intégré. Le ciblage sur Facebook est basé sur le déclaratif de chacun, sur son profil, votre ville, votre âge, mais aussi sur les navigations afin d'identifier vos centres d'intérêt. Les groupes ou autres pages entreprises que vous suivez sont utilisés pour comprendre ce que vous aimez ou recherchez. Par exemple, vous pouvez spécifiquement cibler des femmes entre 30 et 45 ans habitant à Versailles et ayant pour intérêt les pâtisseries et les chiens. Cet exemple peut vous faire sourire, mais c'est pour que vous rendiez compte à quel point vous pouvez être précis dans votre ciblage et donc investir tout en maîtrisant le budget dépensé. Autre conseil important, lorsque vous vous lancez dans une stratégie de communication payante, prenez le temps de bien travailler vos messages et vos contenus en amont. Qu'est-ce que vous voulez raconter ? En quoi êtes-vous différent de vos concurrents ? À qui est-ce que vous vous adressez ? Posez-vous ces questions. Enfin et surtout, investissez prudemment. Démarrez avec de petits budgets pour tester et mesurer la performance de vos campagnes. Enfin, si la personne est intéressée par votre message et offre, comment pourra-t-elle passer à l'action ? Facebook propose nativement un ensemble de choix invitant soit à vous appeler, soit à aller sur votre site web, voire même d'obtenir le plan pour aller à votre point de vente. Retenez surtout que si la plateforme est importante, le contenu diffusé l'est tout autant. Être entrepreneur, c'est une histoire professionnelle et aussi une histoire de vie. Une histoire qui peut devenir un atout dans votre métier et contribuer à votre attractivité sur le marché. En effet, lorsque vous êtes dirigeant, il n'y a pas que l'image de votre société qui est importante à développer. Il y a aussi votre image personnelle et c'est ce que l'on appelle le personal branding. Vous pouvez ainsi vous exprimer plus personnellement pour raconter votre quotidien professionnel. N'hésitez pas à valoriser votre expertise, celle de votre équipe et vos succès. Les photos d'équipe font toujours mouche. Par exemple, reliez votre participation à un salon, montrez votre fierté lors de la signature d'un contrat important ou la livraison à un client satisfait. Notez aussi que vos publications pourront aussi être vues par de futurs candidats et ainsi vous aider à recruter des profils.
Le bon rythme de publication est hebdomadaire. Il peut aussi être quotidien si vous avez du temps et de la matière. Vous pouvez alterner des photos, des actualités, et si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez aussi partager un article de presse pertinent pour votre profession en y ajoutant votre point de vue en commentaire. Ces commentaires sont également importants pour faire vivre votre compte. Interagissez avec les personnes que vous suivez et les publications qui vous intéressent. Likez, commentez, taguez vos collègues ou encore vos confrères. Petit conseil. Face à l'adversité de certains internautes, restez toujours courtois, tant sur les réseaux sociaux que sur les avis Google. La cyber-réputation est directement liée à votre personal branding. Pour terminer sur ce focus, je voudrais insister sur le fait que votre présence sur les réseaux sociaux, qu'elle soit en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, est primordiale pour le développement de votre société. Elle fait partie des actions marketing qui vous permettront de trouver de nouveaux clients et de les fidéliser. Votre présence sociale est complémentaire de votre site web qu'il vous faut également créer et animer. Appuyez-vous sur les outils en ligne disponibles comme Mailchimp par exemple. Il vous offre une large palette de services pour progressivement et économiquement développer votre visibilité digitale. Et enfin, n'oubliez pas que vous vous adressez à des gens comme vous et comme moi, qui ont un travail, mais aussi une vie de famille et des loisirs. Soyez donc authentiques en alternant les infos pratiques très rationnelles avec des messages sincères, plus émotionnels. Retrouvons maintenant Thierry Garot, notre coach expert en stratégie de développement d'entreprise, lui-même entrepreneur. Il vous révèle la méthode DISC, la notion de persona et des conseils pour utiliser les outils digitaux à votre disposition afin notamment de générer du business. On se retrouve juste après. Vous le savez, approcher vos clients avec de nouvelles méthodes d'approche comportementale peut être essentiel dans le cadre du développement de votre entreprise et de l'acquisition de nouveaux clients. Il existe une méthode relativement simple qui détermine le profil de chacun de vos prospects ou de vos clients en fonction de sa couleur et de sa singularité. Cette méthode s'appelle la méthode DISC. Pour chacun d'entre nous, nous disposons de couleurs différentes. Du bleu, du vert, du jaune, du violet, du orange. Ces différentes couleurs témoignent et renseignent sur notre personnalité. Si vous prospectez en B2B, vous pouvez utiliser les profils LinkedIn de vos prospects pour mieux connaître leur profil de couleur et adapter le langage commercial qui va être le vôtre pour pouvoir les conquérir. C'est important de le faire dans ce sens-là, tout simplement parce que vous allez pouvoir interagir plus facilement. Et vous le savez, un prospect gagné, c'est un client qui devient actif dans votre entreprise, et puis c'est un client qui peut être fidèle et vous amener de la récurrence de chiffre d'affaires. Dans ce cadre-là, il vous faudra des outils digitaux pour optimiser votre stratégie d'acquisition client. Comment acquérir des leads, comment parler à un prospect, comment se donner finalement toutes les chances pour transformer ce prospect en client, et puis quels objectifs atteignables se fixer et comment ne pas se perdre dans les réseaux sociaux. Eh bien, si on regarde le premier sujet que je viens d'évoquer, quels outils digitaux pour optimiser sa stratégie d'acquisition client, aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'outils qui vous permettent d'interagir en fait des applications entre elles. Notamment dans les réseaux sociaux dont je viens de vous parler, vous avez des outils qui peuvent vous permettre, comme Sales Navigator par exemple, d'identifier votre marché cible. Ce qu'il vous faut surtout, c'est prendre le temps de faire un comparatif des outils digitaux. Autrement dit, un benchmark de ces différents outils pour que vous puissiez connaître les différentes fonctionnalités les plus performantes et également la gamme de prix. On a vite fait, quand on fait du digital, d'accumuler les petits abonnements qui deviennent des grosses charges futures pour votre activité. Donc je vous invite à être sélectif et à privilégier des outils qui peuvent être du tout en un. Comment parler à un prospect ? Une fois qu'on veut acquérir des leads et qu'on a un outil digital. C'est ce qu'on appelle le copywriting. Inspirez-vous et soyez inspirant. Inspirez-vous de votre quotidien d'entrepreneur pour aller parler au cœur de votre cible. C'est ainsi que vous contribuerez au développement de votre activité et de son activité. Vous allez devenir la référence pour cette personne ou pour l'ensemble de vos clients lorsque vous parlerez de ce que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire vous-même et votre activité professionnelle. Et puis, dans ce cadre-là, vous pourrez ainsi vous donner toutes les chances pour transformer votre prospect en client. Se fixer des objectifs est important lorsque l'on se lance dans un développement d'activité grâce au digital, mais pas que. Il faut savoir en fait
rythmer sa progression sur les réseaux de manière structurée. Les 3 premiers mois, on donne pour recevoir. Les mois suivants, on commence à amener de l'interaction avec son audience et ensuite on construit sur cette audience une interaction plus aboutie pour aller dans l'entonnoir de conversion chercher les clients potentiels pour votre activité. Je vous propose de me retrouver avec notre invité, Rayeb Tari, cofondateur de Papépi avec son épouse Fatia, qui vous partagera tous ses secrets pour piloter et gérer son entreprise au quotidien. Écoute, on a le plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cette masterclass. Vraiment, merci beaucoup dans ton agenda qui est hyper chargé. Ouais, attends, tu passes partout, Papépi est partout en ce moment sur tous les réseaux sociaux. Mais je voudrais que tu nous parles un peu de ton histoire en fait en amont et puis je crois qu'on parlera après du 1er mai. Pas de souci, je suis là pour passer un bon moment avec toi Thierry. Ça marche. Raconte-moi un peu l'histoire en fait qui est celle de ton histoire toi et puis celle de Papépi aussi. Comment tout ça est arrivé quoi. Bah écoute, très brièvement, vu que tout le monde l'a déjà entendu, tu vois, tout a commencé par la rencontre de Fatia. C'est une histoire d'amour qui a été assez foudroyante, hein, tu vois, parce je lui ai demandé en mariage au bout de 5 jours et 15 jours après on était mariés. Et ensuite c'est un tour du monde qui a fait qu'on est allé à la rencontre des gens autour de la planète. Et comme je suis cuisinier, on a cuisiné, pâtissé avec plein de gens autour de la planète. Et Fatia est fan de pâtisserie. On est revenu avec plein de recettes et c'est une idée. C'est l'idée pour le mariage d'un ami de prendre les biscuits du monde, qui sont souvent très bourratifs. Tu vois, là. On est parti du principe de se dire mais comment on pourrait retravailler ces biscuits du monde et qu'en une bouchée, tu puisses retrouver vraiment tout le goût et profiter de ce biscuit sans forcément être obligé de te bourrer, que ce soit bourratif. Et c'est là qu'est née la bille de biscuit. Il y a eu, quand on a livré ce mariage, il y a eu un événement très marquant, c'est que la mariée nous a appelés et nous a dit « Est-ce que vous pouvez me donner votre carte ?» Et c'est là qu'avec Fatia, on s'est regardé, on s'est dit « Ah ouais, on tient un business ?» Et on s'est dit « Bah vas-y, go, on a appris à être entrepreneur en allant à la CCI. » Tu vois, c'est eux qui t'apprennent à être entrepreneur en réalité, la CMA. Et on a découvert le business plan. Comme je le dis tout le temps, je t'avoue, c'est un truc qui m'a fait saigner du nez. Moi, faire un business plan, c'est pas inné. On a appris et c'est quand on s'est rendu compte que personne ne savait le faire, que Fatia et moi, on a fait de la R&D et on a monté les premières lignes de production. Et ensuite, qu'on s'est dit que vraiment, on tenait Papépi, on tenait quelque chose de gros. Et très rapidement, on a pris nos téléphones, on s'est filmé et on a partagé toute notre aventure avec les internautes, les Instagrammeurs, les gens sur LinkedIn. Et franchement, ça a fait feu de paille, quoi. Parce que j'ai vu le concept industriel. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui faisaient de l'extrusion, oui. Tu vois, et qui faisaient des billes, en fait. Mais tu fais des billes, mais l'extrusion, tu vois ce que c'est? Oui, évidemment. C'est une différence de pression qui fait expandre, s'épandre la matière. La matière. Mais là, quand tu fais du biscuit, tu es obligé de façonner. Oui. Et c'est ça que les industriels n'avaient pas travaillé. Donc là, c'est une réussite complète. Vous avez lancé votre production. Attends, il y a une réussite, tranquille. Attends, il y a encore vachement de boulot. Là, c'est pas parce que tu vois que tout le monde parle de nous que ça crée une effervescence. Il y a du travail derrière. Oui. Personne ne le fait. Donc tu vois, nous déjà, dès qu'on doit monter en capacité de production, on doit créer de nouvelles usines, créer de nouvelles lignes, trouver des partenaires industriels qui viennent nous suppléer dans cette accélération. Et c'est pour ça, quand on a vu qu'il fallait aller dans ces axes-là et que l'administration allait doucement, tu vois, BPI, ils sont formidables. Mais ils ont tellement de dossiers, les pauvres, qu'ils vont doucement. Donc il y a un moment, quand tu veux faire accélérer les choses, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne va pas aller frapper chez des politiques? Il faut aller sonner aux portes et puis... les décisionnaires, tu vois. Du coup, tu fabriques en France? Clairement, oui. En Savoie, là, en fait? Alors, Haute-Savoie, c'est fini. C'est fini, là, vous avez déménagé? Voilà, l'usine est fermée, parce que c'était trop petit et il fallait qu'on passe à un level up. On a commencé à faire une usine à Compiègne. D'accord. Et là, on en a fait une deuxième qui est à Aix-en-Provence. On se met un peu, nous on se met là où les gens croient en nous, on y va. C'est ce que j'allais dire, là où tu as des clients potentiels. Pas forcément clients, c'est des gens qui croient au projet. Tu vois, les industriels qui sont avec nous, c'est des gens qui sont déterminés, parce que c'est pas évident. Tu vois, il faut repenser l'industrialisation, il faut repenser le mode de fabrication. Exactement. Exactement. Tu vois, il faut tout penser. Et c'est des gars qui doivent être investis et qui doivent être à fond. On a de la chance d'avoir rencontré à Aix-en-Provence un mec incroyable. Et puis, dans tout cet univers que tu vis, il y a un événement marquant, le 1er mai. Il se passe quelque chose, là, en fait. Le 1er mai, on avait un rendez-vous assez important en face de la foire de Paris. 2 jours avant, il y a une personne de Cake... je ne me rappelle plus. Cake Master, qui a une petite start-up, qui m'écrit, qui me dit « Ah ben,
on est à la Foire de Paris, est-ce que tu pourrais venir, je t'envoie des invités. Elle m'envoie une entrée, j'y vais. Oui. Et là, je vois une fille qui fait des bons becs, des bonbons, et je vais la voir, et je la connaissais un peu, je l'avais déjà vue, puis je lui dis, ah mais bravo et tout, parce que j'aime bien ses produits. Puis elle me dit, bah, et puis je vais à l'Élysée demain. Je suis invité à l'Élysée par le président. Il ne faut pas te le dire 2 fois, je pense. Moi, j'ai tiqué, tu vois, j'ai dit, ah bon, t'es invité par le président? Et du coup, en même temps que je lui parle, je prends mon téléphone, puis je parle à ce fameux Philippe qui est dans le cabinet du président. Il me dit, envoie-moi ton nom, ton prénom, celui de Fathia et tout, puis je viens. On revient le lendemain, et c'est là qu'on se retrouve à l'Élysée et qu'il se passe ce qui se passe. Et il s'est passé quoi du coup? Bah, on se place un petit peu, et le président arrive, puis après, moi, tu sais, j'essaie toujours de trouver la punchline pour, Tu as raison. pour l'attirer, tu vois. Et quand je lui ai dit, laissez-moi vous présenter la patronne, il a adoré, il a dit, mais c'est super bien de la présenter comme ça, quoi. Ouais. Là, à travers tout cet événement et ce qui a été dit, ça n'a pas. S'il me reçoit pas, c'est pas bon pour lui déjà. C'est pas possible. C'est pas bon. Et puis déjà, ça va pas avec qui il est. Oui, oui. C'est quelqu'un de parole. Ouais. Et en réalité, le rendez-vous est déjà pris. On se voit fin septembre. D'accord. Donc là, tu vas pouvoir retranscrire tout ton vécu et ton expérience au travers du développement d'entreprise parce que c'est pas le but. C'est pas le but. C'est quoi le but alors, nous, on n'est pas en mode. Nous, tu mets la lumière sur nous. Oui. Je vais toujours avoir tendance à ramener 4-5 entrepreneurs et dire mais regardez-les aussi, tu vois. Ouais. C'est ce qui s'est passé dans le mouvement qu'on a lancé qui s'appelle la rencontre qui booste ta startup, où on partage notre réseau à travers des vidéos. D'accord. Tu vois, on l'avait proposé à certaines personnes ne voulait le faire avec nous, on l'a fait nous-mêmes, on l'a produit nous-mêmes, on l'a lancé sur les réseaux, et du coup ça a cartonné, parce que tu vois, 200 candidatures en un premier épisode. Derrière BPI, Patrice Beguet nous a contactés, et on a pu en discuter avec lui, il a trouvé l'idée géniale, et là on est en train de produire une saison avec BPI, ça va être estampillé BPI. Je lui ai dit, ok, je veux bien le faire avec toi, mais déjà, c'est toi qui tournes. Il m'a dit, ok. Et je lui ai dit, je vais avoir accès à tous les patrons que tu connais. Il m'a dit, ok, pas de problème. Donc, je vais aller chercher des très gros, que ce soit pas que dans la food, et je vais vraiment les remettre face à ça. À cette réalité. Allez-y, venez, je vais vous faire rencontrer des gens que vous n'auriez jamais rencontrés, mais je suis sûr que vous pouvez booster leur business. Et ça, c'est ça qui est important. C'est ça le développement d'entreprise. Tu le fais avec les tripes, parce que tu y crois, parce que tu es convaincu, parce que tu es passionné par ce que tu fais. Et pour moi, l'entrepreneuriat rime avec solidarité. Donc c'est pour ça que très rapidement on l'a mis en place et ça fait partie de notre ADN. Et tu le vois, tu sais, ça sonne pas faux. Non, tu vois, ça c'est vrai. Donc là, je vais voir le président, impossible que je parle que de moi. Je suis un peu mégalo, hein, mais pas assez. Et là, je vais prendre le temps et je suis en train de préparer avec tous les conseils qu'on a. Maintenant, tu vois, on a un board, on connaît pas mal de monde. Donc là, je suis en train de réunir pas mal de monde et ils sont tous à fond. Ils sont tous contents et on va essayer de discuter de qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui sur ce qui est proposé pour qu'on propose vraiment quelque chose qui a du sens. Tiens, déjà, une première idée, la simplification des aides publiques. On a à peu près 1000 aides publiques en fait en France aujourd'hui. Déjà procéder par une simplification de ces aides on n'y comprend rien, et permettre l'accessibilité simple et rapide en fait à ces aides. Tu vois, voilà donc un premier tips. Regarde, nous, on a commencé, on a allé voir Initiative, Réseau Entreprendre, la région. Ils nous ont tous dit ouais, pour une subvention, ouais, faut que les banques vous suivent. On va voir les banques nous disent non. Il faut la subvention de l'organisme public qui vous suivra. C'est le serpent qui se mord la queue. Et tout le monde se renvoie la balle. Et du coup, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure Papépi, c'est par rapport à cette difficulté. Et c'est cette difficulté qui nous a ramené à, quand j'ai croisé Laurent Wauquiez sur le salon des entrepreneurs à Lyon, où je l'ai mis face à cette réalité. Ouais. Mais moi, je vais pas par 4 chemins. Il y a 3 mots, je dis 3 mots, je vais pas en dire 5, il n'y a pas de temps à perdre. Ouais. Et du coup, quand il a entendu ça, déjà, ça l'a touché, parce que lui, Laurent Wauquiez, c'est un entrepreneur. C'est un gars, il est proche du terrain. C'est pas... Et j'aime beaucoup ce mec. Et du coup, quand je l'ai rencontré et que je l'ai mis face à ça, il m'a dit, écoute, donne-moi ta carte. 2 jours après, on était au siège à Lyon. Et là, ce qu'il a fait de formidable, c'est qu'il a réuni toute son équipe. Franchement, ils étaient 10. On est arrivé normal, tu vois, avec 3-4 biscuits. Ils étaient 10, on était là. Et là, ils nous ont écoutés. Et ce qui était fou, c'est qu'autour de la table, il y avait le mec qui s'occupe de l'INO, le mec qui s'occupe des subventions pour l'industrialisation. Tu vois, il y avait toutes les spécialités. Je dis, ok, c'est bon. On a parlé avec eux, ils ont écouté notre histoire. Déjà, ils avaient les yeux qui brillaient. On était là, ouais, écoute, c'est bon, on vous a touché. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le mec dit, là, il y a une subvention. Et ils ont identifié directement les subventions. Direct. Tu vois, on n'a pas perdu de temps. Et tu vois le canal qu'il faut, en fait. Voilà, c'est ça, c'est oser développer sa boîte aussi avec de l'accessibilité directe.
Mais ce que tu as fait là, en fait, il faut quasiment le généraliser, en fait, avoir ce canal d'entrée. Il faut avoir, parce que nous, on avait rencontré Thomas Even, du coup. Après, tu vois, nous, quand tu discutes avec nous, on était, tu sais, après, moi, tu me donnes ton numéro, tu reçois des vidéos WhatsApp qui sortent de... Tu vas voir que maintenant que j'ai ton numéro, tu vas voir que tu vas recevoir des vidéos qui sont même pas encore sorties. Moi, j'ai des vidéos, elles sont en off pour l'instant, et je les distille parce qu'on a trop de contenu. Ouais. Et si tu veux, Thomas Even, quand je l'avais rencontré à ce moment-là, et Laurent Wauquiez, il m'avait fait une belle passe. Hein, quand je suis arrivé, il avait dit aux gars, il avait dit à tout le monde, écoutez-le, travaillez avec lui. Du coup, il a tout débloqué. On a eu 200 000 euros de subventions, quoi, tu vois, qui ont été débloqués, qui ont été distillés sur différents pôles. Donc ça, c'est pas négligeable pour une start-up comme nous. Et c'est des gars qui sont restés dans mon entourage, c'est limite devenus des amis avec qui je parlais même le week-end. J'ai dit, écoute, j'ai cette problématique. Ouais, t'inquiète. Et en fait, c'est des réseaux que tu déclenches. Tu vois, là par exemple chez Franck Reister, je parle beaucoup avec Gauthier Brangazo, et lui... Tout de suite, il rebondit et il me présente plein de monde. Je lui dis, écoute, j'ai cette problème. Il me dit, ok, c'est bon. J'ai cette problème. Ok, non, vas-y, c'est bon. Parle direct avec lui. Et en fait, quand tu commences à faire des mails avec en copie des ministères, où tu as la terminaison gouvernementale, tu vois, et ben les choses s'accélèrent. Ouais. Comme par hasard. Bah, c'est plus un hasard. C'est dommage que ça se passe comme ça. C'est pas un hasard parce que quand ça permet de méditer sur la façon en fait dont les choses s'approchent et puis sur les. Après, les gens ils ont peur de perdre leur place ou de se faire tirer les oreilles, mais en réalité ils sont pas de mauvaise volonté. Non. Ils essaient. Franchement, moi chez BPI j'ai rencontré des gens, même à la CCI. À la CCI de Paris, là on est en train d'être accompagné par la CCI de Paris. Les gens sont incroyables, mais sont investis de fou. J'écris à des gens à la CCI à 19h, ils sont pas là à te dire ouais mais j'ai fini à 16h. Non, non. Ils répondent. Ouais. Ils répondent, ils réfléchissent, ils pensent, mais c'est un vrai accompagnement d'entreprise, tu vois. Et c'est des gens qui te reçoivent très très vite. Et ça, moi, je suis très touché par ces gens qui sont fonctionnaires, mais qui sont hyper investis qui ont une mentalité d'entreprise et une mentalité d'entrepreneur pour être à ton contact et à tes côtés, en fait. Qui ne se formalisent pas. Et ça, c'est comme ça. Quand tu es avec un entrepreneur, il ne faut pas se formaliser. Est-ce que tu peux maintenant nous donner 3 conseils pratiques complètement opérationnels, hein, pas du bullshit. Ok. Donc déjà, départ. Ton idée, tu développes ton idée, tu vas avoir plein de détracteurs. Vraiment. Des gens vont te dire mais pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi tu... Crois en ton idée, écoute les critiques, développe ton idée sans forcément galvauder le pourquoi tu as commencé. Ça, c'est l'objet initial. En fait. L'objet initial, garde-le. Okay. La deuxième chose, c'est, tu vois, nous, on a déclenché des politiques, on est allé voir les politiques au début. Les gens hurlaient, non mais faites pas ça, vous êtes fous, vous allez vous couler, regardez ce qui va se passer et tout. Et en fait, si tu le fais de la bonne manière, et si tu crois en toi, fais-le. Tu peux pas laisser les autres dicter ce que tu vas faire. Fais-le parce que tu y crois, et parce que tu sais que c'est bon pour toi. Et avec toujours bienveillance comme tu le fais. Voilà, après tu calibres ton message. Et la dernière chose, c'est ce qui a fonctionné pour les autres ne fonctionnera pas forcément pour toi. Ne fais pas les choses par mimétisme en te disant bah tiens, lui il a fait des vidéos, il se filme face caméra, ça a fonctionné. Non, non. Nous, quand tu regardes nos vidéos, elles ont du sens. Et à chaque fois, quand tu regardes l'ensemble, tout est lié, il y a un fil rouge. Et en fait, ça, c'est parce qu'on reste connecté avec notre pourquoi. Et notre pourquoi, il est simple. C'est pas parce que tu viens du bas, que tu ne connais personne, que tu ne peux pas y arriver. Grâce au travail et à la résilience, tu peux accéder au succès et t'extirper de ta raison sociale initiale. Des très très bons conseils, très opérationnels, très pratiques. Merci à toi. Merci à toi Thierry. Je vous propose de retrouver mon invité Jean-Pierre Nadir qui vous partagera son expérience et ses conseils pour piloter et gérer son entreprise au quotidien. Alors, j'ai le plaisir de recevoir dans cette masterclass notre invité du jour, Jean-Pierre Nadir. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Écoute, ravi de te retrouver en fait dans cette fonction d'invité aujourd'hui. Tout particulièrement, on va parler de ton parcours, de ton histoire. Tu peux nous en dire quelques mots? Comment est née en fait cette volonté d'être entrepreneur ou est-ce né par hasard? Écoute, j'en sais rien. Ce qu'il y a de certain, c'est en tout cas, c'est que j'ai fait ça très vite et très tôt et avec beaucoup d'intensité. Moi, j'ai commencé donc ma première expérience entrepreneuriale à 16 ans. Donc, je faisais des crêpes dans les campings et j'avais été à la préfecture pour me déclarer et j'avais organisé donc des soirées dans 7 campings différents. Et donc, j'avais déjà monté un petit modèle, bon, qui n'était pas juste donc d'avoir eu l'idée de l'activité. Et puis avant ça, déjà très jeune,
j'avais la fibre commerciale et j'aimais bien aller vendre les cartes de l'UNICEF, les timbres, etc. C'est-à-dire que tout ce que les gens n'aimaient pas faire à l'école en général, donc on leur donnait le carnet de timbres à vendre et ils donnaient ça à leur grand-mère qui prenait la totalité. Donc moi je récupérais les carnets de tout le monde et j'allais les vendre dans les immeubles. Voilà, j'aimais le contact, j'ai fait un tas d'activités, j'ai vendu des journaux, j'ai vendu un tas de trucs. Voilà, et puis progressivement de fil en aiguille, donc je me suis intéressé au commerce, au business, j'y connaissais rien. Moi, je viens d'un petit village en Bretagne, donc à Châtelain, qui prédispose pas donc à avoir une vision. Pour moi, le plus grand entrepreneur Châtelain, c'était le gars qui avait le centre Leclerc, quoi. Donc, j'avais aucune idée, aucune notion de business, et je me suis formé en fait en lisant des livres. Voilà. Donc moi, j'ai lu très vite un tas de bouquins. Alors pas des bouquins compliqués, hein. Moi, je lisais des romans. Je lisais donc notamment Sulitzer. J'ai appris la mécanique des mécaniques financières avec le Roi Vert. J'ai découvert donc l'entrepreneuriat avec Simbali, qui était son héros récurrent sur ses premiers bouquins. Voilà. Et puis après, j'ai lu des magazines. Donc je lisais l'Expansion, je lisais Le Monde des Affaires, qui n'existe plus. Voilà. Et puis après, je suis de fil en aiguille, j'ai fait une école de pub. Bon, qui m'a à Paris. Donc là, ça a été quand même le grand saut, hein, puisque dans cette école, il y avait que des gosses de riches qui avaient tous des parents qui étaient dans la pub. Et moi, je devais être un des rares, donc qui n'y connaissait strictement rien. Et mon seul rapport à la pub, c'est que j'avais lu le Que sais-je. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait l'entretien, donc pour rentrer dans cette école, le gars à un moment donné m'a dit, mais ça, c'est pas une connerie qui est dans le Que sais-je sur une de mes réponses. Et moi, voilà, je savais même pas ce que c'est que la pub, en fait, une copie strat, tout ça. Moi, j'avais une vision théorique. Bon, voilà, et j'avais fait ça parce que j'avais vu ces gars-là à la télé et je m'étais dit, tiens, c'est sympa comme boulot, ça. Donc, un gars qui fait des slogans, moi, j'ai de l'humour, je devrais pouvoir faire ça. Voilà, et donc, j'explique là, en fait, concrètement que finalement, pour répondre à ta question, est-ce que c'est un hasard donc, de l'histoire ou est-ce qu'il y avait un élément générateur ? Je pense que c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une attirance pour un secteur, pour une attitude, pour un type d'activité, bon, et puis de fil en aiguille, tu te mets en situation, et après, il y a une énergie qui te permet de te mettre en situation et de gérer les flux au fur et à mesure qu'ils se créent. Oui, parce qu'on ne passe pas de la passion de la logique commerciale à l'entrepreneuriat, tout le monde ne le fait pas. Non, mais ils ont tort, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui ont des projets, il y a plein de gens qui ont des idées, il y a plein de gens qui ont des rêves, et puis ça reste au stade, effectivement, donc de l'imagination. Moi, je pense que l'entrepreneur, justement, c'est le gars qui arrive à conceptualiser ses rêves, donc pour apporter des solutions à une problématique donnée, et qui ensuite va les mettre en œuvre. Voilà. Et donc effectivement, à chaque stade, on perd du monde, et notamment au stade de la mise en œuvre. Dans les écoles de commerce, le soir avec une bonne bière, il y a plein de candidats à l'entrepreneuriat. L'entonnoir de conversion n'est pas le même. Le lendemain matin à 7h sur le chantier, il y a déjà moins de monde, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai toujours été fidèle au rendez-vous de 7h du matin sur le chantier. C'est ma caractéristique. C'est-à-dire que moi, pour me qualifier, je suis un entrepreneur, donc, alors on va dire serial entrepreneur. Je suis surtout un entrepreneur donc laborieux qui a toujours pas épargné sa sueur pour arriver donc à concrétiser un peu de bonheur. Voilà. Alors c'est un peu le cas de tous les entrepreneurs qui remettent sur leur établi 20 fois leur métier, de telle manière à pouvoir en fait le travailler, le retravailler. Effectivement. Ouais, attends, l'époque valorise plutôt les réussites rapides. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait, tu vois un tas de gens qui sont beaux gosses, qui à 30 ans font des bouquins pour raconter effectivement donc leur mémoire et qui ont déjà un discours très affirmé. Moi, je pense que la caractéristique d'entrepreneur, elle est effectivement la sueur, elle est le doute. Voilà, moi, j'ai toujours été habité par le doute. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis déterminé, ce qui a toujours été déterminant dans mon parcours, hein, parce qu'encore une fois, je pense que les deux, effectivement, sont liés. Mais j'ai toujours douté. Voilà, et donc j'ai toujours remis en question mes propres stratégies, mes propres idées, mes propres volontés. Voilà, mais pas très longtemps. La remise en question, elle est permanente, mais elle n'est pas non plus très très longue. C'est-à-dire que tu réagis ou tu agis très très vite avec cette remise en question. Mais je peux à nouveau changer si je vois qu'effectivement donc, que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que, pour répondre au thème de la masterclass, moi je pense que l'entrepreneur, en fait, c'est 3 qualités qui sont en général antinomiques et qu'il faut arriver donc, à additionner. La première, c'est qu'il faut de la vision. Parce que si tu n'as pas de vision, bah, tu n'as pas de projet. Donc, voilà. Donc, il faut savoir où tu veux aller, où tu veux arriver. La deuxième, c'est qu'il faut savoir déroger à la vision pour y mettre de l'agilité, pour y mettre un sens tactique. Parce que plein de fois, tu vas être confronté à des réalités qui vont t'obliger à faire un pas de côté. Et puis, la troisième, donc, c'est qu'il faut être charismatique. Il faut être entraînant. Il faut savoir parler de son projet de manière à le rendre désirable, à la fois auprès de tes salariés, tes actionnaires, de tes banquiers, de tes clients évidemment, parce que la première maîtresse donc d'entrepreneur, c'est évidemment les clients. Et donc tout ça en fait,
est en général rare chez un même individu, puisque quand tu es gestionnaire, donc t'es pas forcément donc visionnaire. Quand tu es visionnaire, tu es habité par une forme de fièvre qui fait que tu veux jamais remettre en question le projet, parce que pour toi, c'est ça l'essentiel. Parce que il t'es est hors devant, de question d'en changer quoi que ce soit. Voilà, et quand tu es habité par une fièvre, des fois, elle peut ne pas être communicative ou elle peut brûler. Donc, elle peut te brûler les ailes à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. Et donc, l'entrepreneur, c'est celui qui arrive à trouver un équilibre entre ces trois éléments pour effectivement en faire un succès. Alors après, il y a des gens qui sont bons dans les trois, tant mieux pour eux. Voilà, moi, comme je dis souvent, donc j'étais plutôt un type moyen, voilà, qui à force d'envie, voilà, j'étais un type moyen qui avait une grosse envie. Voilà. C'est ce qui m'a permis d'y arriver. À force de travail, d'abnégation et de répétition. Ouais, exactement. Je veux dire, répéter systématiquement les mêmes gestes et voir les améliorer au fur et à mesure. Ouais, alors plutôt les améliorer. Voilà, c'est-à-dire quand même s'observer, prendre du recul et se dire attends là j'ai pas été bon. Voilà, je pense que aussi l'autocritique est un élément fondamental. C'est-à-dire que si tu passes ta journée effectivement donc à considérer que tout ce que tu fais est génial, alors évidemment tu vas jamais progresser. À l'inverse, l'autocritique permanente peut être très destructrice. Nous sommes d'accord. Donc là encore, il y a un équilibre. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de donner des conseils aux gens. Parce qu'en fait, chaque situation est particulière et chaque dosage est quasiment lié à la personnalité de celui à qui on va donner le conseil. Et les conseillers étant pas les payeurs, c'est facile de dire aux gens faites ci, faites ça, surtout faites pas comme ça. Voilà, moi j'ai déjà donné des conseils à des gens qui ont fait l'inverse de ce que je leur ai dit et ça a très bien réussi. Et à l'inverse, bon j'espère qu'il n'y en a pas trop, j'ai donné des conseils à des gens peut-être qui ont échoué à cause de moi. J'en sais rien, en tous les cas, la réalité c'est que on n'est pas dans le domaine de la science. Voilà, il n'y a pas d'équation à résoudre, il y a plutôt effectivement donc là-dedans de l'humain. Et donc, l'humain, c'est toujours un terreau très compliqué à manipuler. J'ai bien noté que les conseils étaient particulièrement difficiles à donner. Et je retiens en fait ta phrase, les conseillers ne sont pas les payeurs. Elle me va très bien, je suis 100% aligné en fait avec celle-ci. Cependant, en fait, ceux qui vont nous écouter, c'est les créateurs d'entreprises dans le cadre du programme Start de QuickBooks. Ils attendent peut-être de ton expérience quelques jalons que tu pourrais en fait exposer comme ça. Des étapes, comme tu le disais, en fait, qui ont peut-être marqué non pas ton expérience, je ne vais pas dire une carrière parce que ça se juge plus tard en fait. On se regarde par le rétroviseur et on voit ce qu'on a fait. Pour ma part, c'est le fil rouge de l'accompagnement de l'entrepreneur. Mais des jalons en fait ou des étapes qui ont été marquantes pour toi. Alors je vais en donner déjà quelques-unes puisque j'ai donné déjà donc les trois qualités qui me semblaient indispensables. Allez, donc deux déjà, dernières, deux jalons. Chacun peut se juger ou s'étalonner par rapport à ce que j'ai indiqué sur ces éléments. J'ai parlé du doute qui est un élément très important et dont on parle rarement parce qu'en général il est de bon ton d'expliquer que on est tous déterminés et qu'évidemment voilà on ne doute pas. Bon, alors si je devais rajouter un élément, moi je dirais que l'élément fondamental de ma réussite, alors réussite toute relative, donc en tous les cas de ce qui m'a permis de me réaliser, puisque c'est quoi la réussite? C'est finalement réussir donc à faire un tas de choses on tend vers quelque chose et on arrive à les faire. Voilà, donc après chacun peut mettre son niveau de réussite là où il veut. Et moi je pense que l'élément fondamental donc qui a guidé ma vie et qui m'a permis d'avancer, ça a été deux éléments. La première c'est l'empathie. Je pense que quand tu es empathique, les gens le sont avec toi, voilà. Et donc moi je conseille à tout le monde d'être plutôt sympa, parce que voilà, ce qui est important dans la vie, c'est pas ton désir de te voir réussir, c'est le désir de tous les autres de faire en sorte que tu réussisses, voilà. Et donc quand tu es entouré de gens qui ont envie que tu réussisses, à commencer par tes clients, hein. Le phénomène aujourd'hui des communautés, on parle des communautés, les communautés c'est quoi? C'est des clients militants qui veulent que tu réussisses. Vous avez eu ici, je crois, Papépille. Eux, ils ont su créer cette empathie. Une communauté. Et leurs clients ont envie qu'ils réussissent. Et dès qu'ils font un truc, les clients sont là pour les soutenir. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc l'empathie. Et puis donc la deuxième qualité, donc c'est l'observation. Puisqu'en fait, l'entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va répondre à un besoin qui n'avait pas été très clairement donc formulé. Et pour comprendre les besoins non formulés, il faut avoir développé une intuition. Et l'intuition, c'est l'observation, plus effectivement donc la data, la culture, tout ce que tu emmagasines. Puisque les gens, quand ils parlent d'intuition, tu as l'impression que ça tombe du ciel. Mais non, l'intuition, c'est quoi? C'est mettre plein de connaissances dans un shaker, c'est le secouer régulièrement et de temps en temps, effectivement, donc il sort des choses. Écoute, merci à toi pour ces deux jalons et ces trois suggestions en fait, liées en fait, à ton parcours. Et merci d'avoir été mon invité dans cette masterclass. Merci à vous et bonne chance donc, à tous ceux qui regardent. Merci. Waouh, quelle énergie! Merci à nos entrepreneurs témoins pour ce récit passionnant. Il est l'heure de conclure cette masterclass. Ce que nous aimerions que vous reteniez. Premièrement, pour développer son entreprise, il faut investir. Et pour financer cet investissement, plusieurs options s'offrent à vous.
Évaluez bien les avantages et inconvénients de chaque option. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre expert comptable qui saura vous conseiller. Deuxièmement, pour développer son entreprise, il faut séduire de nouveaux clients. Les réseaux sociaux et le digital en général sont des leviers importants et à votre portée. Troisièmement, enfin, votre entreprise, c'est vous. Vous êtes votre premier commercial, votre premier moteur de projet, votre premier gestionnaire. À vous de jouer. Pour être encore plus pratique, je vous invite à télécharger votre boîte à outils avec des modèles et des mémos pratiques. Et si cette masterclass vous a plu, profitez de nos 3 autres thématiques également disponibles librement. Merci de votre attention et à très bientôt j'espère.